Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Démarrons donc avec la revue de presse en kiosque ce matin. À l'Ouest Cameroun, titre la nouvelle expression, la quiétude des chefs collabos. Depuis la colonisation, la catégorie des chefs traditionnels de l'Ouest qui acceptent de se mettre résolument du côté de l'administration ont la paix et quelques avantages garantis et sont souvent chargés de certaines missions secrètes, écrit le journal. Le journal cite ici quelques cas. Max Pocam, le chef supérieur Baham et Maurice Kamto, pour éviter un probable enrôlement du chef Baham par Maurice Kamto, un fils de la localité, qui les stratèges du secrétaire général du RDPC avaient préféré investir Sa Majesté Max Pocam, écrit le journal. Jean Tani Ndetio pour neutraliser Jean Tchomoule dans les Bamboutos, Mbombo Njoya pour neutraliser Adamou Ndamjoya, Honoré Njomo Kamga à Banjoun pour neutraliser Paul Tchatchouan, écrit le journal. Le journal parle aussi révélation, élection truquée, les révélations d'un sous-préfet dans une lettre transmise au préfet d'Undé. Fopo Aliyou, précédemment sous-préfet de Bavzou, rappelle des stratégies qu'il avait mises en place pour déblayer le chemin du RDPC et faire échec à l'opposition, à faire Sa Majesté Sokoudjou. Témoignage d'un reporter, les faits décrits par le préfet des Hauts-Plateaux pour incriminer le chef traditionnel ne correspond guère à ce que le reporter de la nouvelle expression a vu et entendu. Conclut-il, certainement les faits ont été rapportés au préfet des Hauts-Plateaux de mauvaise manière, conclut-il. Pandémie mondiale, la Covid-19 étouffe les hépatites. L'Organisation mondiale de la santé estime que le coronavirus menace d'entraver le progrès dans la lutte contre cette pandémie. Le journal évoque aussi le cas du Mali. L'opposition refuse de participer au gouvernement. Les chefs d'État ouest-africains proposent de prendre des sanctions à l'encontre de tous ceux qui ne respecteront pas l'ordre traditionnel au Mali. Le président malien a mis en place un gouvernement restreint. Le quotidien Mutation met en sa une Franck Derlin et Yono Epanga, touché, écroulé. Âgé de 30 ans, le sous-préfet de Lokundje en détention à la gendarmerie voit sa vie basculer dans l'inconnu après son coup de feu mortel sur sa copine. Portrait d'un chef de terre en eau trouble. Le journal va même plus loin, indiquant que un chef de terre à terre, le sous-préfet de Lokundjo, qui est dit avoir tué accidentellement sa compagne par balle, est actuellement interné dans une formation sanitaire de Kribi suite à un malaise survenu dimanche dernier. Et d'après des témoins de l'enquête, la version des faits jusqu'ici auditionnés par les autorités compétentes contraste bien avec la version qui a laissé entendre que le sous-préfet a tué de façon accidentelle sa copine, écrit le journal. Voilà pour ce qui est donc du journal qui parle aussi du marché de Douala, d'arrêts alimentaires qui font leur météo. Citron et gingembre deviennent de moins en moins coûteux. On avait vu les prix augmenter suite à la pandémie Covid-19. Le maïs, des épis au juste prix, ainsi que les safous, les prix d'un délice, écrit le journal. On poursuit cette revue de presse avec le quotidien Le Messager. Près de 10 000 décès par an pour des suites des hépatites virales. Le Cameroun fait partie des 17 pays de la planète les plus touchés. Puis le journal parle aussi des droits d'auteur, 16 millions qui divisent les débits de boissons. À l'origine, la gestion des contrats avec les banques et la qualité de certains membres de la direction du syndicat national des distributeurs de boissons qui fait donc problème. Le journal parle aussi, le quotidien Le Jour parle d'Amadou Vamour qui est 4 ans en prison sans jugement. L'ancien directeur général de la CRTV a été interpellé le 29 juillet 2016. Émergence, opération épervier, le président du TCS dresse le triste bilan du TCS. Si l'on s'en tient aux données du président du TCS, le gap entre les fonds spoliés et ceux restitués est encore bien énorme, écrit le journal quotidien L'économie. Stock de sécurité, 200 000 tonnes de riz importés pour le reste de l'année 2020. Décision du gouvernement suscite des commentaires au sein de l'opinion, surtout dans un contexte où on parle de production et de consommation locale.
écrit le journal. Et enfin, on sort de cette revue de presse avec le journal satirique Le Popoli, qui met sur une de ses pages chefferie de Bamendjou. Le préfet soulève le gourdin face au chef. Et vous voyez bien en noir, c'est bien le préfet Yampen Ousmanou des Hauts-Plateaux qui dit au chef Bamendjou: j'entends encore Niak ici, je te destitue. En tout cas, c'est la méthode à la mode contre les chefs traditionnels. Et le chef Sokoudjou, les mains en l'air, dit: toi qui tu cherches la colère de mes ancêtres avec la torche, pose-t-il la question. Il pose la question donc au chef de terre. L'idée de tenir cette rencontre du cadre citoyen de concertation dans sa concession à la chefferie Bamendjou n'a pas plu à Yampen Ousmanou, préfet de Haut-Plateau, car réunissant des opposants qui réfléchissent à faire éjecter Paul Biya de son trône. L'administrateur civil, en effet, a signifié une mise en garde au chef traditionnel Sokoudjou Jean Ramon. Voilà pour ce qui est donc la revue de presse ce matin. Camille Nélé, bonjour et bienvenue dans la revue de presse. Bonjour Jean-Paul Chouniat, bonjour Guy Avefongan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Bien entendu, je connais la question actuelle, le fait qui m'a marqué, moi, mais il y en a deux qui m'ont marqué. Le premier qui m'a marqué, c'est le grand coup de cœur du député Fanja Gabriel cette semaine, mardi dernier, dans un centre d'aveugles et de malvoyants, auquel il est allé remettre, bien entendu, tout ce qui est mesure barrière contre le coronavirus, mais surtout des ordinateurs. Beaucoup de donateurs enfants. Non, ce qui a retenu mon attention, c'est les aveugles. Parce que ce que j'ai vu une enfant de 12 ans en train de lire et de travailler sur un ordinateur. Elle a été formée par ce centre. Un garçon de 15 ans qui est aveugle et qui lit et qui s'exprime très très bien, qui a expliqué même aux gens les signes des aveugles pour marcher en route. Moi, je pense que c'est important. C'est ça qui vous a marqué? Oui, c'est ça qui m'a marqué. Bon, le deuxième fait qui m'a marqué, bien entendu, c'est cette autre affaire d'ossement humain qui a été levée par la région de gendarmerie. Parce que là, il s'agit là de la maison du commandant de région, du général. Et Tungé Elias. Et d'ailleurs, qui est un très grand, un fidèle téléspectateur de la revue des Grandes Unes. Mais on a vu un jeune enfant de 24 ans déterrer les ossements de son grand-père et de sa grand-mère. Parce qu'on lui a promis 1 500 000. Mais moi, je continue à dire, je persiste à dire aux enquêteurs, qui a dit à cet enfant qu'il y a un marché d'ossements humains? Qui lui a donné le prix? Et qui lui a dit de venir? Parce qu'on a arrêté ce garçon, mais qu'on arrête la personne qui lui a dit que... On continue d'ailleurs d'en arrêter. Mais on ne nous dit jamais la personne qui lui a dit qu'il y a ce marché-là et tu peux acheter ça, vendre ça à tel prix. Ça, c'est la personne centrale qu'on n'a jamais arrêtée dans cette affaire. Moi, je pense que voici une occasion de plus de chercher à comprendre comment un garçon de 24 ans a eu le courage d'aller déterrer les ossements de ses grands-parents. Mais parce qu'il était sûr. Il y a beaucoup d'années. Hein. Voilà. Mais parce qu'il était sûr qu'il allait obtenir 1 500 000. Alors qu'il lui a donné ce prix. Cette personne-là, il faut qu'on la retrouve. Quand on va la retrouver, on va mieux comprendre ce phénomène. Yves Fonga, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul Chouniat et bonjour doyen Caminel et bonjour nombreux téléspectatrices et téléspectateurs de la revue qualitative des Grandes Unes qui paraissent au Cameroun de Samuel Eto'o. Bon, enfin, je vais enchaîner rapidement pour dire que moi j'ai été plutôt marqué par la sortie du ministre des Transports. Vous avez vu, après l'incident qu'il y a eu à Finesse Voyage, qui réitère qu'il faut respecter la législation. C'est quand même gravissime. Moi j'ai vu la mollesse avec laquelle cette affaire est traitée. Je trouve ça quand même assez scandaleux. Un incident qui se déroule dans une agence de voyage où un individu se fait tabasser parce qu'il n'a pas 100 francs pour aller aux toilettes. Un gendarme. Un gendarme se fait tabasser parce qu'il n'a pas 100 francs pour aller aux toilettes. Et on fait une sortie tout aussi molle et fragile pour dire que désormais l'accès aux toilettes est gratuit. Donc, je trouve ça suffisamment irresponsable et grave. Quand on sait que je crois que c'est un cas d'école, la première fois qui est dans une agence, quelqu'un qui se fait brutaliser par les employés. Se fait tuer par les employés d'une agence, d'une compagnie de voyage, et qu'on vient nous dire que la seule sanction qu'on ait pu trouver, c'est de dire que les enquêtes sont en cours. Désormais c'est gratuit. Donc, je pense qu'on aurait pu être plus sérieux et plus rigoureux dans la sanction, c'est d'autant plus que ça risque de conforter ceux et celles qui ont souvent pensé que derrière cette agence de voyage, il y a des gens tapés dans l'ombre qui tirent de grosses ficelles. Mais c'est un rappel à l'ordre simplement. Non, parce que pour un simple incident,
en général, voyage par exemple, on a vu le ministre être plus sévère et plus dur alors que les enquêtes étaient encore en cours. Donc je pense qu'il faut être rigoureux et sérieux et objectif dans l'application de la loi. Parce que là, on parle de mort d'homme et ce n'est pas drôle et ce n'est pas amusant. Les enquêtes sont en cours. La sortie aurait pu être plus musclée et plus... Est-ce que c'est le ministre des Transports qui doit censurer? Non, ça c'est léger. Je peux comprendre votre émission, mais je ne peux pas vous laisser juger le ministre des Transports en estimant qu'il était mou. Non, qu'il était mou. Vous avez lu le... Mais je l'ai lu. Mais le problème, c'est que... Non, on ne va pas débattre là-dessus. Moi, je peux pas... Le ministre des Transports, moi, je pense qu'il a commis un communiqué dans lequel il dit que... Un rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre. Mais seulement, ce que les gens ne savent pas et ne veulent pas savoir, c'est que les toilettes qui sont dans les agences de transport, il faut aller regarder... Dans quel état ces toilettes se trouvent. Parce que c'est bien beau de dire que c'est gratuit. Le ministre, ça dépend de quel agent vous empruntez. Moi, j'en connais qui sont très propres. C'est pas avec lesquels vous voyagez, mais... Celles que moi je connais sont très propres. Moi j'en doute. Je ne sais pas vous voyager. Non, moi j'en doute. Moi je prends les prestige. Je sais pas vous voyager. Je prends le jeu des prestiges. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous ne pouvez pas, incriminer le ministre, estimer qu'il a été mou, alors qu'il a pris une mesure pour rappeler aux gens que les toilettes sont... Est-ce qu'on avait frappé sévèrement deux agents de voyage? Ce que vous ne savez pas, c'est que quand quelqu'un entre dans une agence de voyage, on ne sait pas si c'est un passager ou c'est un passant. Et c'est ce qui arrive la plupart du temps. Et c'est ce qui est arrivé à Finex, où par jour, il y a plus de 300 personnes qui vont travailler là-bas. Ils doivent exiger simplement que le passager... Alors quand la personne a un besoin pressant, vous lui dites, montrez-moi d'abord votre ticket. Moi, je pense que... Même au sortir des toilettes, il peut présenter le ticket. Il peut le faire sortir des toilettes. Oui, mais il a déjà consommé. S'il vous plaît. C'était pas ça le débat. C'était pas ça le débat. On débat avec ces sujets en une du quotidien, la nouvelle expression. Camille Nélé, la quiétude des chefs collabos. Est-ce que, d'après ce que rapporte le journal, depuis la colonisation, les chefs traditionnels, en particulier ceux de l'Ouest, ont souvent eu maille à partir avec l'administration en place ou le régime en place? Comment appréciez-vous cette attitude des chefs traditionnels qui coopèrent avec l'administration, parfois sont membres des partis politiques, du parti au pouvoir, au point d'être en difficulté avec leurs sujets? Il ne m'appartient pas de les juger. Ce n'est pas un jugement, c'est une appréciation. Non, c'est vous qui me demandez comment est-ce que je juge ça. Comment vous appréciez? Comment j'apprécie ça? J'apprécie ça. J'ai un regard d'observateur, un regard de journaliste. Le titre de cet article est très fort. Bon, il est vrai que le mot collabo a peut-être un peu fort, parce que vous savez très bien ce qu'on a qualifié de collabo pendant la Deuxième Guerre mondiale en France. Mais ce que je veux dire, l'article très très bien écrit par David Nou, en réalité rappelle les liens de collusion qui ont existé depuis très très longtemps, depuis la dernière élection d'ailleurs, mais il est remonté encore beaucoup plus loin. Comment des chefs traditionnels ont tout fait pour barrer la voie au parti de l'opposition. Bon, ça veut dire que ces chefs étaient engagés et fièrement engagés du côté du RDPC, ce qui n'est pas leur mission, ce qui n'est pas leur rôle. Mais ils l'ont fait au vu et au su de tout le monde, et ce qui a provoqué dans certains villages même ce qui a fait que certains villageois c'est sûr, et manque même de respect aux chefs. Ça, c'est certain. Il y a beaucoup de chefs qui ont ouvertement avoué et même mis en pratique des manœuvres uniquement pour donner la possibilité au RDPC de passer. Ça, c'est connu. Et d'ailleurs, il y a une lettre d'un sous-préfet, d'ailleurs, certainement, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Le sous-préfet Aliou, ancien sous-préfet de Bazou, qui s'adresse au préfet en lui disant que j'ai fait ça, pour barrer la voie. Et ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux dans un pays où on est en train de nous parler de démocratie. C'est scandaleux dans un pays où on nous dit que les élections ont été transparentes et où on réalise que les chefs traditionnels ont tout fait pour tout simplement... On a cité le cas de Noun avec le sultan Bombondjoya. Encore que le sultan Bombondjoya... On a cité le cas de Tagny Ndetio. On a cité le nom d'un certain nombre de chefs et des chefs dont on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas joué en faveur du RDPC. Mais c'est pour cela que l'article de la nouvelle expression est illustratif. Et moi, je pense que quand on regarde ça de manière rétrospective, on réalise qu'il faut tout de même avouer que les chefs traditionnels jouent contre la démocratie, pas contre la population, mais contre la démocratie. Guy Fongan, l'opposition a finalement raison alors de souvent dénoncer ces pratiques mises en place par un certain nombre d'élites, pas seulement les chefs traditionnels. Non, je pense que ceux qui suivent l'actualité
Cameroun ces 30 dernières années de manière lucide peuvent avoir apprécié comme moi et trouvé délicieux l'article publié par l'excellent David Nou qui est un vrai délice, et j'invite notamment les téléspectateurs à le retrouver en kiosque pour savourer cet excellent article que je trouve exquis. Sacré Guy Fonga. Je trouve exquis. Et non, on n'est pas surpris parce qu'il y en a qui parlent de régime totalitaire. Là, je pense à Maître Aliscombe, qui régulièrement nous rappelle qu'on est dans un régime totalitaire, c'est ce qui n'est pas très faux, dans une sorte de démocrature, c'est-à-dire qu'on a enfermé toutes les velléités de contestation et de son, de cloche. Totalitaire, c'est pas trop fort? Quand vous voyez la manière avec laquelle le pouvoir exercé. Parce que dans les régimes totalitaires, on ne s'exprime pas. On ne s'exprime pas comme lui s'exprime. Oui. Non, mais sauf que chez nous, on peut vous garantir la liberté d'expression, mais on ne vous garantit pas votre liberté après que vous soyez exprimé. Voyez-vous, observez un peu, faites une chronologie du modus operandi de notre régime. Tous ceux qui ont un son de cloche un peu divergent, soit sont exilés, ont été obligés de se sortir du pays, même si le président avait dit qu'on n'ira pas dans le maquis pour s'exprimer. Sinon, on a des cas comme ceux de Mongo Betty, et autres, ils sont légions à Bellingham et comme ça, ils sont légions qui ont dû partir. Et au niveau des partis politiques, leur manière de s'exprimer, vous savez qu'il y a une rhétorique qui avait contribué à enfermer. Ça avait commencé par le parti de l'UNDP. On a construit une rhétorique, le système en place pour réduire l'UNDP à un parti des nordistes. Et pour finir dans l'imagerie populaire, on a fini par croire que l'UNDP c'est le parti des nordistes. Un parti qui avait une grande assise nationale. Et ça c'était un travail de fin limier du système en place. Le même scénario s'est reproduit avec le SIF, qu'on a réussi à confiner dans le nozo, en réussissant à construire un discours qui tendait à faire croire que c'est un parti des anglophones. Et ils ont reproduit le même schéma avec le MRC qu'on a tenté de vouloir enfermer à l'ouest comme étant le parti des Bamileke. Donc il y a comme cette frayeur-là. Tous sont de cloches dissidents et toujours voilà, ça n'a pas d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est toujours en brigadé. L'UPC, on a réduit l'UPC au parti de Bamileke et au Bassa. Les Bassa, voilà, j'ai oublié l'UPC. Donc c'est pour dire que quand on observe le modus operandi de ce régime, depuis l'administration coloniale, on voit bien que il y a une manière forte et brutale de vouloir embrigader ceux qui ont un son de cloche différent et qui l'a fait. C'est dommage. Et puis, avec les chefs traditionnels, on sait à peu près ce qui s'est passé. Max Pokam, on a bien vu qu'il est originaire de Baham, il fallait qu'il neutralise un peu Kamto qui dérangeait. Qui avait une forte assise dans le département. Jean Tini Détiou des Bamboutos aussi a été... on va dire quoi? Utilisé pour neutraliser les Jean Timelou, etc. Bon, Ibrahim Bomonjoya, c'est connu de tous. Lui aussi a été... même après la mort de Bomonjoya, ça continue. Donc lui aussi, produit du régime, un ancien ministre, tout le temps, il sait à peu près comment ça fonctionne. Donc il y a ces chefs-là qui, en réalité, ont comme pour mission de neutraliser tous ceux qui peuvent nuire à l'image du parti, à l'image du RDPC. Sauf qu'on est quand même heureux de constater que à l'ouest, puisque c'est la région qui a été choisie, il y a encore quelques chefs qui gardent leur neutralité, qui ne prennent pas de parti. Et il y a d'autres, Jean Ramon vraiment c'est un cas isolé à part. Lui qui est un des rares qui montre très souvent au créneau, parce qu'il est le porte-parole des parce que Jean Ramon Soukoujo a un passé, une histoire que très peu de chefs peuvent revendiquer. Et donc, il peut avoir le courage de ses convictions et le dire sans mettre de gants et sans état d'âme. Donc, heureusement qu'on a encore des gens, des chefs qui peuvent, j'allais dire, garder toute la sacralité de leur fonction qu'on connaît à la chefferie. Camille Nélé, et on devait célébrer cela. Camille Nélé, on part donc de cet accrochage entre Jean Ramon Soukoujo et
et le préfet des Hauts-Plateaux, Ousmane Yampen. On arrive dans le département du Ndé entre le préfet Etapa et le sous-préfet de Bazou. Il y a eu le cas à Ayos où un administrateur civil a giflé un enseignant dans sa salle de classe. Il y a eu ce cas à Créby où cet incident, en attendant que les enquêtes révèlent ce qui s'est passé entre le jeune sous-préfet et sa copine. Camille Nélé, que se passe-t-il dans le commandement territorial? Rarement on a vu de tels égarements des administrateurs civils, même du temps de l'ancien régime. Aujourd'hui, ça devient monnaie courante. Est-ce que quelque part, il y a quelque chose certainement quelque chose qui n'a pas marché? Quelle appréciation faites-vous de tous ces événements? Non, moi je pense que d'un côté, on peut estimer que c'est une question d'hommes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas suffisamment de retenue, qui font preuve d'un excès de zèle pour faire leur job. De l'autre côté, on peut prendre par exemple le cas du jeune sous-préfet qui est un cas à part. Bon, quand on voit par exemple la remontrance du préfet Etapa contre le sous-préfet, on voit tout de suite que il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire que le sous-préfêt a été obligé de se justifier en disant que non, j'ai fait pour favoriser le RDPC. Indiquant, oui, tout à fait. Et c'est scandaleux, parce qu'une dette comme celle-là, on se demande bien comment elle a pu sortir du secrétariat du préfet, mais c'est une dette gravissime non seulement contre ce sous-préfet, mais même contre le préfet Etapa, qui avait fait des remontrances à ce préfet. Non, mais sauf qu'il nous apprend rien, on sait que... Non, la lettre dit tout. La lettre dit tout. Quand on parle de l'autre sous-préfet qui gifle un instituteur, un enseignant, ça aussi c'est un excès de zèle, c'est un excès de maîtrise, c'est un excès même de patriotisme et de professionnalisme. Bon, maintenant, moi le cas qui soulève le plus ma réprobation, c'est le cas de ce jeune sous-préfet. Le jeune sous-préfet qui s'est illustré, qui est au centre d'un fait divers assez désastreux. C'est-à-dire qu'il y a eu mort d'homme, sa fiancée a été retrouvée morte dans sa chambre. Et c'est déjà assez grave. Les gens peuvent se poser toutes sortes de questions. Comment est-ce qu'un jeune, aussi jeune, 100 ans, puisse être sous-préfet? Parce qu'aujourd'hui, on réalise qu'il y a de plus en plus de jeunes sous-préfets. On peut dire que c'est une façon de responsabiliser les jeunes et de leur donner la possibilité de faire leur boulot. Mais généralement... Précisez qu'il a été premier adjoint préfectoral. Oui, mais à moins de 30 ans. Ça veut dire que premier adjoint, ça veut dire qu'il est pratiquement l'adjoint du préfet. C'est-à-dire que... il est même le préfet. On ne devenait sous-préfet il y a longtemps que quand on avait déjà 40 ans et un peu plus. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, les jeunes sont sous-préfets à 30 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui ne sont pas compétents. Ça veut dire qu'il n'y en a pas qui ne sont pas sérieux. Ça, c'est incontestable. Mais ce qui m'a choqué, moi, c'est... Vous allez peut-être être surpris, c'est le traitement qui est fait dans les réseaux sociaux et dans la presse. C'est-à-dire que ce sous-préfet est immédiatement traité d'assassin. Un assassinat, c'est quelque chose de prémédité. Et maintenant, on voit dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux, la belle famille qui accuse, qui est sûre qu'il a tué, il a battu et tout ça. Mais moi, je pense que dans un cas aussi grave et aussi sensible, il est préférable d'attendre au moins les conclusions de l'enquête. Et les conclusions de l'enquête, c'est quoi? En réalité, ici, on est dans un domaine très précis dans lequel, moi, je pense que la police camerounaise est peu outillée. Parce qu'il faut absolument une enquête. Des études balistiques. Parce que les spécialistes de la balistique pourront déterminer si le coup de feu a été tiré à bout portant, à bout touchant, et dans quelle position. Parce qu'il aurait fallu non seulement ne pas toucher, c'est-à-dire il fallait absolument laisser intacte la scène de crime pour que ce jeune sous-préfet dise où se trouvait sa victime, comment est-ce que la balle a pu la toucher, et même savoir si la balle a été tirée de haut en bas, de bas en haut, ou bien tout droit. Ça, c'est des éléments importants qui peuvent déterminer. Forcément, quand on fait son sac, on est certainement courbé, sauf si le sac est sur une table. C'est pour cela que je dis que cet élément de l'enquête est très très important pour pouvoir maintenant établir, parce qu'ils étaient deux. Ce sera sa parole contre ces deux autres. Il y a une troisième au salon, sa sœur. Mais elle est au salon, est-ce qu'elle a entendu le coup? Est-ce qu'elle a vu? Moi, je suis en train de dire que c'est sa parole contre maintenant les conclusions de l'enquête. Et les conclusions de l'enquête, elles peuvent être implacables si vraiment... elle est menée de façon... une bonne enquête balistique est menée. C'est ça que je veux dire. Hervé Fongan. Non, je vais dire deux choses. Est-ce que quelque part, là,
avec tout ce qu'on observe dans le commandement territorial, est-ce qu'il n'y a pas un problème qui se pose déjà lors de la sélection des candidats, avec tout ce qu'on connaît au Cameroun comme favoritisme? Non, tout à fait. Il y a maquillage, des enquêtes de moralité, il n'y en a plus? Non, il n'y en a presque plus. Non, en réalité, je voulais dire 3 choses. La première chose, pour dire que l'ENAM est une école coloniale et vous vous souvenez, pendant les présidentielles, il y a plusieurs candidats, enfin un candidat, j'allais dire, notamment Joshua Oshie qui avait réclamé la fermeture de l'ENAM. Tout simplement qu'on ferme l'ENAM avec un argumentaire que beaucoup avaient jugé très pertinent. Et d'autres l'avaient jugé superficiel. Et oui, c'est votre droit, mais je suis le seul qui... Non, c'est leur droit, pas moi. Je suis le seul qui avait trouvé... Pas moi, j'ai dit d'autres l'avaient jugé superficiel. Ça très pertinent de faire M. Lénard. Parce que voyez-vous, quand on observe le comportement de certains sous-préfets et préfets, il faut souligner que ceux-là ont été formés pour commander et diriger. C'est le logiciel qu'on a intégré dans leur disque dur. C'est-à-dire que quand ils sortent de là, c'est pour commander, diriger, donner des ordres. Imposer. Voilà, imposer. Vraiment, ils ont tout un verbatim. Vraiment, dans le disque dur, c'est ce qu'on leur... Et donc, on n'est pas très surpris. Parce qu'il n'y a pas aussi excès de zèle, oui, finalement. Parce qu'avant, même à l'époque de l'ancien régime, c'était la même école qui formait les administrateurs civils. On avait des administrateurs civils pondérés, des administrateurs exemplaires. Même aujourd'hui, il y a et de très jeunes même qui sont exemplaires. Tout à fait. Non, évidemment, bien sûr. J'ai parlé de 3 choses. La deuxième, c'est pour dire que je suis surpris et un peu tétanisé quand le doyen Camille estime qu'il est jeune. Non, qu'il est jeune. Voyez, vous rappelez à quel âge le président Ahidjo est devenu chef d'État du Cameroun, ou bien quand Paul Biya accède aux hautes fonctions, il a à peine 30 ans. Non, il faut qu'on arrête de rappeler aux gens, à 30 ans, on n'est pas jeune. À 30 ans, sauf que les actes qui sont posés, sauf que les actes qui sont posés par certains jeunes. Le président Paul Biya a aide aux hautes fonctions, il a à peine 30 ans. Guy Hervé Fongan, il a à peine 30 ans. Sauf que les actes qui sont posés par 30 ans, on n'est pas jeune. Guy Hervé Fongan, sauf que les actes qui sont posés par certains jeunes de responsabilité montrent qu'ils sont immatures. Non, je vais dire que les actes ne sont pas liés à l'âge. On ne dit pas que ce sont tous les jeunes qui sont comme ça. Il n'a pas dit que tous les jeunes sont comme ça. Donc, ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire d'éducation et de mœurs. Un préfet de 50 ans, de 50 ans peut commettre les mêmes bavures. Donc ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de mœurs et d'éducation et du moule dans lequel on était socialiste. Ça n'a rien à voir avec l'âge. À 30 ans, on peut être président de la République. Troisième chose que tu l'as pour sortir, c'est qu'il y a... vous êtes sans doute au courant, comme moi, tu dis que la jeune dame qui est décédée était enceinte de 2 mois. Lydie. Voilà, Lydie était enceinte de 2 mois. Et ce qui prend davantage... alimente la suspicion, c'est qu'on parle de cymbales. Le cymbale qui aurait été tiré sur la jeune dame. Je vois comment est-ce qu'on peut... Bon, le doyen connaît mieux le maniement des armes que moi. Comment est-ce qu'on peut accidentellement dégainer 5 fois sur la même personne. Donc, tout ça laisse quand même un peu... Donc c'est un peu embarrassant. C'est un peu embarrassant. On parle de... C'est-à-dire que qui parle de 5 ans? On a lu. Vous l'avez lu qui? Camille. Vous l'avez lu où? Dans les réseaux sociaux? Camille. Non, je dis que laissons l'enquête évaluer. Si c'est plus d'une balle, ça veut dire que c'était vraiment quelque chose de prémédité et de voulu. Mais si c'est une seule balle, on évoque le dernier sujet, c'est un accident. Camille Nelly, le jour qui parle d'Abadou Vamoulke, 4 ans en prison sans jugement, comment finalement comprendre cette affaire d'Abadou Vamoulke? Jusqu'ici, je veux dire, l'affaire n'a pas été ouverte dans le fond. C'est un scandale de plus. Un scandale de plus qui éclabousse, mais alors qui éclabousse vraiment définitivement la justice camerounaise. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez arrêté quelqu'un il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Vous l'avez arrêté il y a 4 ans parce que vous êtes sûr qu'il a volé. Et pendant 4 ans, vous n'ouvrez même pas une audience. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous l'arrêtez d'abord et vous cherchez les preuves. Et c'est inadmissible. Alors qu'on aurait pu lui interdire de sortir du territoire. Et je vais vous dire une chose, et je l'ai souvent dit ici sur ce plateau, M. Amadou Vamoulke, qui est l'ami des journalistes, l'ami des journalistes, le président de l'Union des journalistes de la presse française. M. Vamoulke, le jour, quelques jours avant son arrestation, je l'ai rencontré parce que je le connais personnellement. Je lui ai dit que je viens d'apprendre quelque part qu'on va t'arrêter. Vamoulke m'a dit, regarde ma tête, est-ce que tu vois un cheveu là? J'ai dit non. Il dit que c'est là où il y a des cheveux qu'on peut chercher des preuves. Si on m'arrête, ce sera uniquement pour m'humilier, mais pas parce que j'ai volé. Parce que pendant 11 ans, j'ai subi chaque année 3-4 contrôles supérieurs de l'État. Ne me parlez pas de conseil d'administration. S'il y a 11 ans, on n'a pas pu établir que j'ai volé même 100 000 francs,
je vais voir comment on va m'arrêter. Et la preuve est là. 11 ans après, 4 ans après, il n'est toujours pas encore jugé. Et c'est scandaleux. Et c'est scandaleux, ça démontre tout simplement que notre justice, à un certain niveau, est une justice qui est là, non, pas aux autres, mais qui est là pour écraser. Mais regardez encore un cas récent. Alain Edgar Mebengo est en prison depuis 1 an et demi. 1 an et demi. Quand on l'a arrêté, on était sûr que voilà, ça allait s'ouvrir tout de suite. On a saisi et ses voitures, et ses biens, tous ses avoirs. Or, maintenant, 1 an et demi après, je dis 1 an et demi après, on n'a pas encore ouvert l'enquête. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on t'arrête d'abord, on cherche les preuves ensuite. Mais si c'est ça, le fonctionnement de la justice camerounaise, moi je pense que ce fonctionnement-là, il mérite vraiment d'être revisité. Non, rapidement, il faut dire que moi je ne suis pas surpris. Surpris parce que ça fait partie des curiosités camerounaises, de manière triviale. Il y en a qui parlent du Rwanda-Fokistan pour parler du Cameroun. Parce que voilà, quelqu'un 4 ans en attente du jugement, je trouve ça quand même assez curieux. Ce n'est pas étonnant quand on a vu des gens être en prison pour complicité intellectuelle, c'est-à-dire qu'on vous met en prison parce qu'on vous soupçonne. Le cas Marafa Amido Yaya, on a vu des gens condamné à 25 ans. On a vu des gens passer 9 mois en prison parce qu'ils ont osé marcher, ce qui est prévu dans la Constitution. On peut s'exprimer légalement. Ils ont passé 9 mois en prison parce qu'ils ont osé marcher. Certains étaient même juste de passage. Ce jour-là, il y a des ménagères qui ont passé 9 mois en prison seulement parce qu'elles se retrouvaient dans un mauvais endroit, un mauvais moment. Donc il y a des... Michel, tu as quand même 10 ans. Donc, voilà. Mais vous avez des curiosités comme celle-là, quand on voit ça, on est plus surpris. Vous avez oublié le cas Maître Aïssou, qui a été arrêté pour assassinat, détention d'armes. Il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas d'armes. Il a passé 3 ans en prison, sans aucun jugement. C'est au bout de 3 ans, on le condamne à 3 ans en prison ferme. Ça, c'est scandaleux dans ce pays. En tout cas, chers messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Merci à Camille Nélé, merci à Guy Hervé Fongan. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision.